Et si la route représentait pour l'Occident un danger plus grand qu'un missile? Imaginez un immense convoi progressant à travers le Sahel. Pas d'armes braquées vers le ciel, ni de canons, ni de missiles cette fois. À la place, des bulldozers, des niveleuses et des machines de chantier qui avancent lentement, soulevant la poussière rouge entre Bamako et Gao. Pourquoi ces images restent-elles absentes des médias occidentaux? Parce que ces derniers préfèrent vous convaincre que l'Afrique n'est que chaos perpétuel, qu'elle a besoin de leur protection, que seuls leurs soldats assurent la stabilité. Pourtant, la réalité se fissure sous nos yeux. Le Mali ne construit pas des murs de défense. Il prépare l'expulsion silencieuse des anciens maîtres, ceux qui, depuis Paris ou Washington, imposaient leurs lois à ce territoire. Des décennies durant, l'Occident a vendu la sécurité comme une panacée, gardant jalousement les clés de la maison. Nos frontières sont restées comme des veines ouvertes, par lesquelles s'écoulaient nos ressources et s'infiltraient les menaces. Mais que vaut la liberté si pour atteindre le village voisin, il faut l'accord d'un soldat étranger? Base après base, c'est une part de la dignité africaine qui s'effaçait. À quel prix avons-nous accepté cette sécurité? Aujourd'hui, les engins de génie civil avancent, et avec eux, c'est toute la logique du pouvoir qui vacille. Ces machines n'érigent pas seulement des routes ou des ponts, elles ouvrent la voie à l'indépendance, à la circulation des idées, des biens, des espoirs. L'Afrique, à ce carrefour, joue sa souveraineté économique et politique. Si elle échoue, elle restera prisonnière d'un système qui la dépouille. Mais si elle réussit, elle pourra enfin choisir son avenir, nourrir ses enfants, défendre ses terres et redéfinir son image dans le regard du monde. Ce changement discret effraie les puissances étrangères plus que n'importe quelle arme. Car une route bien tracée fait tomber davantage de barrières qu'une division blindée. Mais que cache réellement cette mobilisation d'engins de chantier à travers le Sahel? Pour saisir l'enjeu, il faut remonter aux origines de la stratégie sahélienne. Comprendre cette transformation, c'est plonger au cœur d'une révolution silencieuse. Comment la maîtrise des infrastructures peut-elle renverser l'ordre établi? Pendant que le monde occidental compte les chars et les avions, le Sahel compte les kilomètres de routes ouvertes. Ici, la guerre ne se joue plus sous les projecteurs, mais dans la poussière soulevée par les bulldozers et les niveleuses. Ce ne sont pas des images d'explosions ou de colonnes de blindés, mais les traces silencieuses d'un autre affrontement, celui pour le contrôle des chemins. Les médias occidentaux ignorent ces images. Elles dérangent le récit d'une Afrique assistée, condamnée à tendre la main ou à accepter la botte étrangère. Pourtant, depuis des décennies, la solution militaire s'impose. Bases étrangères, soldats venus de Paris ou de Washington, contrats d'armement qui enchaînent plus qu'ils ne protègent. Chaque avion de chasse livré s'accompagne du nombre, celle des techniciens, des pièces détachées, des autorisations à demander à l'étranger. Cette dépendance invisible s'infiltre partout jusqu'à rendre illusoire l'idée même de souveraineté. Pour chaque promesse de sécurité, une nouvelle chaîne se referme. Et après plus de 10 années d'opérations internationales, la paix n'est jamais arrivée. Au contraire, les groupes armés se multiplient, la violence se propage, les populations s'enfoncent dans la peur. Les routes sont coupées, les ponts dynamités, et le chaos s'approfondit à mesure que la stratégie militaire échoue. La vraie bataille se mène désormais sur les réseaux d'infrastructures. Les mines enfouies sous les pistes, les routes sabordées, les ponts détruits. Ce sont les veines du pays que l'on attaque pour isoler, affamer, briser l'élan de reconstruction. Sans chemin, il n'y a ni marché, ni école, ni soins, ni avenir. Là où les armes enchaînent, le génie civil libère. Construire une route, c'est ouvrir un passage à l'économie, à la sécurité, à la dignité. Chaque mètre de bitume posé est une victoire sur la peur et le repli. Là où la protection militaire enferme, l'ingénierie offre la clé de l'autonomie. C'est le pari risqué mais vital du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Reprendre la main sur la construction, la réparation, la défense de leur propre voie de communication. Ici, la puissance ne se mesure plus au calibre d'un canon, mais à la capacité de relier les villages, de faire circuler les biens, de transmettre le savoir. Pour la première fois, depuis l'indépendance, ce ne sont plus des généraux étrangers qui distribuent les laissez-passer, mais des ingénieurs locaux qui ouvrent les routes. Celui qui contrôle les chemins contrôle la richesse, l'accès à la nourriture, la circulation des idées et même l'espoir. Refuser la logique militaire, c'est rompre avec la répétition du chaos. Miser sur l'ingénierie, c'est défier l'ordre établi, provoquer la résistance des puissances étrangères, mais c'est aussi la seule voie pour reconquérir l'avenir. Ici, la bataille pour la souveraineté commence sur l'asphalte, sous le soleil, au rythme des machines qui avancent mètre après mètre. Mais cette révolution silencieuse ne va pas sans obstacle. À chaque avancée, des forces hostiles guettent,
prêtes à saboter les progrès et à rétablir l'ordre ancien. Peut-on vraiment imaginer qu'un simple bulldozer bouleverse le destin d'un village entier? Ici, le moteur qui rugit n'est pas qu'une machine, mais le signal d'une renaissance. Pour beaucoup, c'est aussi un défi lancé à l'Occident, qui a trop souvent confondu aide et contrôle. Prenons Ousmane. Agriculteur de toujours, il s'est vu enfermé dans son propre village. La route vers le marché était piégée de mines, semées par des groupes armés. Vendre ses récoltes, soigner un parent, traverser la colline pour retrouver sa famille, chaque geste devenait une loterie mortelle, une épreuve quotidienne où la peur dominait. Pendant de longues années, seuls les convois de l'Organisation des Nations Unies ou de l'armée française osaient en s'aventurer sur ces routes. Blindés, radios, ordres venus de loin. Pour les habitants, ces véhicules étrangers ne faisaient manger que passer. Ils surveillaient, distribuaient là parfois quelques vivres, mais la vie du village restait suspendue, l'isolement persistant. Un matin pourtant, ce ne sont plus des soldats étrangers, mais des ingénieurs maliens et burkinabés qui arrivent. Avec eux, pas de discours, mais des détecteurs de mines, des plaques d'acier, des grues. Pas à pas, ils déminent la route, restaurent un pont emporté par les pluies, nivellent la piste. Jour après jour, l'espoir renaît. Enfin, le marché reprend. Les camions de céréales reviennent, les enfants retournent à l'école sans craindre le pire. Ce n'est pas seulement une question de mobilité, c'est la preuve que l'État, longtemps invisible ou affaibli, peut agir. Les habitants comprennent soudain que leur sécurité ne dépend plus de décisions prises à Paris ou New York, mais du courage et de la volonté de leurs propres concitoyens. Ils voient, pour la première fois depuis des années, que leur voix compte dans la reconstruction du pays. Mais cette reconquête ne se fait pas sans douleur. Beaucoup ressentent une colère sourde envers l'Occident, qui promettait la sécurité mais laissait mourir les villages, impuissants ou indifférents face aux routes piégées. Ce sentiment d'abandon nourrit aujourd'hui un désir d'autonomie, une fierté nouvelle. Restaurer la mobilité, ce n'est pas anodin. Cela inverse les rapports de force, menace le récit d'un Occident indispensable et redonne la dignité à ceux que l'on croyait condamnés à la dépendance. Pourtant, tout tient à un équilibre fragile. Si l'État ne transforme pas cette victoire militaire en progrès concret, la confiance retombera vite. Mais s'il y parvient, il démentira les discours hérités de la colonisation, prouvant que la vraie puissance ne se mesure pas au nombre de soldats, mais à la capacité de relier un village à son pays et à offrir un avenir à sa population. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Chaque route réparée change aussi le jeu économique. Car contrôler le bitume, c'est décider qui profite des richesses et qui reste à l'écart. Et si la vraie arme secrète du Sahel, ce n'était ni un missile ni un char, mais le simple pouvoir de dire non. Un avion militaire nigérian interdit de vol parce que le Niger refuse l'accès à son espace aérien. Ce n'est plus un détail, mais un signal fort. Désormais, la décision de qui traverse le ciel africain n'appartient plus à Paris ou à Washington, mais à Niamey, Bamako, Ouagadougou. C'est le marqueur d'un bouleversement que le reste du monde peine à saisir. Pendant des décennies, les frontières du Sahel étaient poreuses, ouvertes sur commande pour les intérêts extérieurs. Les ressources naturelles s'évaporaient, les menaces circulaient en sans frein. Les Occidentaux jouissaient tôt d'une liberté de circulation totale, passant les checkpoints par la terre ou par les airs comme s'ils étaient en chez eux. Ce privilège vient d'expirer. L'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger impose aujourd'hui de nouvelles règles. Contrôle sévère sur les routes, surveillance constante du ciel, c'est la création d'une forteresse aussi solide sur terre que dans les airs. L'accès n'est plus un droit, mais un privilège négocié, soumis aux conditions africaines. Pour les anciennes puissances, ces barrières sont une gifle. Les bases militaires occidentales, autrefois symboles de domination, deviennent des pièges. Sans liberté de mouvement, elles ne sont plus que des vestiges encombrants. Être présent sans pouvoir agir, c'est devenir vulnérable. La superpuissance se retrouve à la merci de décisions locales. La clé du rapport de force a changé. Ce n'est plus la bombe qui impose la loi, mais la capacité à fermer ou ouvrir les portes. Celui qui détient les routes et les cieux tient l'agenda de la région. C'est le piège de souveraineté. Les rôles sont inversés. Les Occidentaux doivent désormais demander la permission. Mais chaque verrouillage est un coup de poker. Fermer les frontières, c'est aussi risquer l'isolement. Il faut survivre sans soutien extérieur, trouver de nouveaux alliés, réinventer l'économie, rassurer la population. Si l'Alliance échoue à tenir la distance, elle s'expose à l'asphyxie interne, à la crise sociale, voire à l'effondrement. Mais si elle réussit à transformer l'isolement en autonomie, alors c'est l'équilibre du continent qui bascule.
L'Afrique se libère d'un siècle de dépendance. Reste une interrogation brûlante. L'Occident, privé de routes et de cieux, acceptera-t-il ce recul? Ou tentera-t-il de reprendre la main avec sa dernière arme, l'arme économique? Mais le contrôle des frontières n'est que la première étape. L'enjeu fondamental, c'est la maîtrise des infrastructures, routes, ponts et réseaux qui soutiennent la souveraineté réelle. Peut-on vraiment bâtir une économie de résistance avec seulement des routes et des ponts? La question paraît presque candide. Pourtant, c'est là que la guerre du Sahel se joue aujourd'hui, loin des uniformes, sur le bitume neuf, dans la chaleur du béton encore humide. Derrière les discours officiels, derrière les images de chaos répandues en continu, l'intérêt de l'Occident reste d'une clarté brutale. Sécuriser l'uranium du Niger, l'or du Mali et du Burkina Faso, garder le robinet ouvert entre le Sud qui extrait et le Nord qui consomme. Depuis plus d'un demi-siècle, ce sont ces matières premières qui alimentent les lumières de Paris, pas la stabilité des villages africains. Face à cette évidence, l'alliance des États du Sahel a changé de jeu. Fini la diplomatie de façade. Il s'agit désormais de surveiller chaque tonne d'uranium, chaque once d'or qui quitte Bamako, Ouagadougou ou Niamey. L'exportation n'est plus une fatalité imposée, mais un rapport de force. Pour la première fois, la richesse du sous-sol africain devient un instrument de pouvoir, et non plus une malédiction inexorable. Mais l'Occident n'abandonne jamais ses privilèges sans résistance. Sa riposte est redoutable. Sanctions économiques, gel des avoirs, asphyxie des circuits des financiers, menaces sur les devises. L'objectif est limpide, provoquer l'effondrement intérieur, plier les populations par la faim, l'inflation, les ruptures de carburant, les pénuries de médicaments. Derrière chaque embargo se cache la volonté de rappeler qui tient la monnaie, les ports et les routes commerciales. Pourtant, la réponse locale étonne par sa créativité. Là où l'on promettait l'étouffement, c'est une résilience inédite qui surgit. Les marchés régionaux reprennent vie. Troc entre villes, solidarité entre villages, circuits courts qui déjouquent les frontières fermées. De nouveaux partenaires apparaissent, la Russie livre des céréales, la Chine investit dans des infrastructures, tandis que l'Afrique elle-même commence à commercer avec ses propres voisins, au lieu de dépendre uniquement de l'Europe. Chaque route goudronnée, chaque pont franchi, chaque kilomètre de rail arraché à la brousse devient une conquête. Ce n'est plus seulement du progrès technique, c'est la première étape vers l'émancipation collective. Pour la première fois depuis plusieurs générations, l'enjeu n'est plus de savoir ce que Paris, Londres ou Washington vont décider, mais ce que les Africains peuvent que bâtir, organiser et défendre par eux-mêmes. Mais cette marche vers l'autonomie ne va pas sans péril. Les sanctions pèsent lourd, les prix flambent, les pénuries s'aggravent, la patience des populations est poussée à bout. Si la solidarité tient, si l'effort est accepté malgré la faim et la peur, alors un nouveau modèle africain peut naître, enfin libéré de la tutelle occidentale. Mais si la lassitude l'emporte, si la colère ou le découragement submergent les esprits, l'Afrique risque de tout perdre et de retomber, une fois de plus, sous la coupe étrangère. La suite de l'histoire dépendra de la capacité des sociétés à tenir face à l'épreuve, à transformer la résistance en victoire. Mais le vrai test n'est pas seulement économique, il est aussi psychologique, collectif et profondément politique. Le bulldozer ou le blocus, quel destin pour l'Afrique? Aujourd'hui, le Sahel se trouve face à 3 futurs, 3 chemins qui façonneront l'héritage du continent tout entier. Premier futur, le bulldozer. Ici, les États africains reprennent le contrôle de leurs routes, de leurs ponts, de leurs réseaux. Le bulldozer devient alors le symbole d'une souveraineté nouvelle. Ce n'est plus la force des armes qui décide de la paix, mais la capacité à relier chaque village, à alimenter chaque marché, à ouvrir chaque frontière intérieure. Une Afrique bâtisseuse transforme chaque chantier en acte de libération. Elle refuse la dépendance, rend possible l'espoir et laisse ses enfants rêver, entreprendre et prospérer sur leur sol. Deuxième futur, le blocus. Les frontières se ferment, sur ordre venu d'ailleurs. Les sanctions étranglent l'économie, la peur de perdre l'aide étrangère paralyse la décision. L'Afrique perd alors la maîtrise de ses artères vitales. Les ressources partent, sans jamais enrichir les populations. La dépendance s'installe, tenace comme une maladie. Chaque panne de courant, chaque route coupée, rappelle brutalement où se trouve le vrai pouvoir. C'est le retour à l'attente, à l'impuissance, au cercle vicieux du manque. Troisième futur, la répétition du passé. Les vieilles alliances persistent, les logiques de domination changent d'habit, pas de nature. On repeint les tanks aux couleurs de la paix, mais les routes appartiennent toujours à d'autres. L'Afrique avance, mais reste attachée à des chaînes invisibles. Dettes, contrats iniques, images déformées par les médias étrangers.
Le peuple voit passer les convois, mais la clé des infrastructures demeure hors de portée. À cette croisée, chaque citoyen, chaque décideur doit choisir. Laisser le récit occidental s'imposer, c'est condamner l'Afrique à la répétition de ses pertes, à laisser d'autres décider de ses urgences et de ses rêves. Mais s'engager, c'est accepter le risque, la responsabilité, et offrir du poids à la voix des peuples. C'est refuser d'être spectateur et devenir acteur d'une Afrique debout. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement du béton ou de l'asphalte, c'est la capacité de nourrir ses proches, de circuler sans crainte, de protéger ses ressources et de montrer au monde qu'ici, l'Afrique n'est pas condamnée à la guerre éternelle. Elle peut inventer un futur inédit. Alors, à vous qui écoutez, quel futur voulez-vous ? Le bulldozer de la Renaissance, le blocus de la peur ou la répétition du passé ? Le choix n'appartient plus aux puissances étrangères. Il est désormais entre les mains de millions d'Africains et de tous ceux qui croient en la souveraineté du continent. S'engager pour la maîtrise des infrastructures, c'est reprendre le contrôle de l'histoire et du destin. Car demain, ce ne seront pas les chars, mais les ponts, les routes et les réseaux qui décideront de la prospérité ou de la servitude. Restons vigilants. Ce que nous faisons aujourd'hui écrira l'histoire de demain.